Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Excuse-moi Michel, on est retour. Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Président du MoDem, conseiller politique d'Emmanuel Macron, François Bayrou est l'invité de l'épreuve de vérité. Et maire de Pau. Et maire de Pau, bien sûr, je n'oublie pas votre mandat électoral. François Bayrou, merci d'être avec nous ce soir, alors que la campagne du second tour est désormais évidemment bien engagée. Vous répondrez au cours de cette émission à 3 grandes questions que viendront vous poser Jean-Francis Pécresse de Radio Classique et des Échos, Jérémy Marot de l'AFP et Michael Zamès de Public Sénat. Première question, comment mobiliser face au Front National? Deuxième question, quelle majorité demain pour gouverner alors qu'au PS et chez les Républicains, certains sont prêts à vous rejoindre? Enfin, troisième question, à quoi ressembleront les premiers mois de la présidence éventuelle d'Emmanuel Macron? Mais tout de suite, une toute première question d'actualité. Est-ce que Emmanuel Macron a commis une erreur de jeunesse, j'ai envie de dire, de novice, en donnant l'impression dimanche soir de fêter déjà sa victoire dans ce contexte où l'on voit le Front National très puissant et un pays fracturé? Alors j'entends cette polémique ou ce semblant de polémique. Il est allé boire un pot avec son équipe et manger un morceau dans une brasserie absolument classique parisienne. Et donc, il n'y a pas la moindre ombre de fêter quelque victoire que ce soit. Ils ont ensemble pris un pot à la fin du premier tour et de mois de combats difficiles. Donc, il y a l'image qui a été envoyée. Est-ce qu'il a été influencé par les commentaires qui ont tout de suite fleuri sur « il a réalisé le hold-up du siècle hein, », je ne crois pas ça. Moi qui lui parle assez souvent, je pense qu'il a tout à fait la sensation de la gravité de la situation et du poids de la tâche qui va être la sienne. Et c'est cela qui est pour moi l'essentiel. Après, quand on arrive en tête d'une élection présidentielle, alors que c'est la première fois qu'on se présente au suffrage, bien entendu, il y a le sentiment qu'on a réalisé quelque chose qui était pour le moins inattendu. C'est incontestable. Et donc, alors, on a l'habitude de dire qu'il faut 30 ans pour devenir président de la République. Lui, en moins de 12 mois, il n'a plus qu'une marche à gravir pour entrer à l'Élysée. Et puis, il a fait exploser le système. C'est-à-dire ce que vous attendez depuis 15 ans, François Bayrou. Bien, j'ai aidé et je l'aide dans cette tâche qui était de salubrité nationale. Et donc, cette question est importante. Elle est posée comme ça de manière anecdotique, comme si c'était un conte ou une histoire qu'on raconte, mais ce n'est pas ça du tout la question. La question, c'est qu'il y a des moments où les pays ont besoin d'un bol d'air frais. Il y a un moment où on est tellement au bout de la lassitude, de l'exaspération à l'égard de blocages de systèmes qui ne marchent plus, qu'il y a des moments où les pays se tournent vers une vision nouvelle, vers un regard nouveau. Une recomposition. Et pas seulement, vers et un homme nouveau, une personnalité nouvelle, jeune, et qui en effet est sorti du cadre qu'on voulait lui tracer. Et en tout cas, pour moi, qui attends ce moment depuis
tellement longtemps, je considère que c'est un moment clé de l'histoire contemporaine. Peut-être que vous-même, vous avez fait la fête dimanche soir, même si vous n'étiez pas à la Rotonde. Hein. Je n'étais pas à la Rotonde. Vous y seriez allé? J'étais invité, mais moi, je pense que les moments de joie les plus importants sont les plus retenus. Alors, c'est un conseil qui portera peut-être auprès d'Emmanuel Macron. Justement, avant de dérouler le fil de cette émission avec les 3 questions, s'il y avait un conseil stratégique que vous pourriez nous faire, dont vous pourriez nous faire part, celui que vous donnez, vous avez donné et que vous vous apprêtez à donner. Quels que soient les conseils que je donne, je puis vous assurer que je ne les donne pas sur les plateaux de télévision. Oui. Je ne vis pas ce moment comme un moment où l'on s'exprime à la première personne. Je vis ce moment comme un moment où des équipes se forment, qui vont avoir la lourde responsabilité de sortir notre pays de l'impasse dans laquelle il se trouve depuis combien? 15 ans, 20 ans 15 ans et 20 ans qu'on vit l'impuissance publique, 15 ans ou 20 ans que l'exaspération monte, et il va appartenir à cette équipe nouvelle d'extraire l'énergie du pays pour qu'il devienne rayonnant. Et obtenir des résultats. Et c'est un sacré défi pour effectivement celle qui entrera à l'Élysée. Tout de suite, la première question posée désormais par Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir François Bayrou. Alors bonsoir. Depuis hier, on voit Marine Le Pen qui tente de mobiliser contre Emmanuel Macron. Comment comptez-vous vous y prendre pour mobiliser, vous, contre Marine Le Pen? Il n'y a rien de plus simple, il suffit de dire la vérité. Et vous connaissez la vérité. Je veux dire que professionnellement, vous êtes un spécialiste économique, vous savez une chose, c'est que si on suivait, et je ne parle pas de vos opinions là, on est en dehors des opinions, si on suivait les directions que Madame Le Pen propose, on aurait le malheur pour la France et en France, pour les plus faibles de la France. On aurait le malheur parce que si on sortait de l'euro pour revenir au franc, la monnaie se casserait la figure et que donc les retraites, par exemple, ne vaudraient plus le montant du chèque, le pouvoir d'achat s'effondrerait, on aurait d'incroyables difficultés budgétaires. Par exemple, tous ceux qui veulent emprunter pour construire une maison, pour acheter une voiture, pour de l'électroménager, ils verraient les taux d'intérêt exploser. Et ceci est si vérifié au travers du monde, chaque fois qu'on a essayé ça, que d'une certaine manière, il nous revient à tous, comme citoyens, comme spécialistes pour vous, comme citoyens pour moi, de dire la vérité au pays. Et cette vérité sera mobilisatrice. Vous voyez que je pars des propositions sans même évoquer les arrière-pensées, qui sont des arrière-pensées extrêmement dangereuses, de division des Français sur les sujets les plus explosifs qu'on peut trouver, qui touchent à l'origine, d'où viens-tu, quelle est ta religion, qui est ennemi avec qui. Tout cela, comme vous savez, j'ai toute ma vie voulu réconcilier les Français, dépasser les frontières et les antagonismes, persuader ce peuple qu'il a beaucoup plus en commun pour se rassembler qu'il n'a pour se diviser. Et pour moi, en tout cas, c'est un combat de chaque seconde, combat intérieur et combat dans le débat public. Question. Mais Marine Le Pen, elle essaie depuis hier de convaincre les Français que celui qui va les appauvrir, c'est pas elle, mais c'est Emmanuel Macron. Et de, au fond, montrer à tout l'électorat que le projet dangereux, économiquement, c'est pas son projet, c'est le projet d'Emmanuel Macron. Mais ça, comme vous savez, c'est de l'argumentaire politicien. La question est que... oui, mais est-ce que ça va porter quand même auprès de ces Français qui sont réfractaires à ces arguments économiques que vous développez, que développent 25 prix Nobel d'économie, que développent ceux qui font marcher l'économie, c'est-à-dire tous les patrons?
mais qui se heurte quand même à une sorte de mur d'incompréhension. Et un rejet de 40% des Français. Excusez-moi, si on accumule les votes de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je ne crois pas que ce soit les mêmes. Je pense que Jean-Luc Mélenchon... je ne le crois pas. Vous dites oui, mais moi je dis non. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a, dimanche soir, heurté en profondeur le nombre de ceux qui lui avaient fait confiance, ou un grand nombre de ceux qui lui avaient fait confiance. Parce que, au fond, dans ceux qui ont apporté leur soutien à Emmanuel Macron, il y avait l'idée que vraiment c'était le contraire de l'extrême droite. Et donc il y a eu là quelque chose qui a été très, je suis sûr, très blessant pour un grand nombre de gens. Mais je reviens à la question. S'il y a incompréhension, c'est qu'on ne sait pas expliquer, qu'on ne sait pas parler, qu'on ne sait pas convaincre, qu'on ne sait pas entraîner. Comment faire alors? C'est quoi la stratégie? Donc, je repose ma question. Mettez toute votre énergie et parlez aux gens de leur vie. Arrêtons les blabla. Parlons aux gens de la... Ça, c'est une critique des discours d'Emmanuel Macron qui en fait beaucoup. Pas du tout. Du blabla. Soyez... Non, mais c'est vrai, il a été critiqué pour le manque S'il vous plaît. de densité de ses discours. Écoutez-moi. On est dans un moment... C'est une critique aussi. Écoutez-moi, on est dans un moment historique. Alors, dans un moment historique, on évite de se laisser égarer par les péripéties. Et on regarde l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la France a un choix qui est, pour la première fois depuis des décennies, en tout cas depuis 15 ans ou 20 ans, le choix le plus clair qu'on puisse avoir. D'un côté, vous avez le choix d'un pays qui veut vivre et avancer dans la lucidité et qui accepte tous les défis qui sont devant lui et qui les relève. Concrètement, pratiquement. Et puis, de l'autre, vous avez des illusions qui sont mortelles. Il n'est pas vrai qu'on va pouvoir remettre la retraite à 60 ans. Il n'est pas vrai qu'on va pouvoir augmenter le SMIC de 30%. Il n'est pas vrai qu'on va pouvoir multiplier les embauches de tous côtés. Il n'est pas vrai que l'argent sera disponible et qu'on pourra tirer des chèques sur je ne sais quelle banque... banque centrale ou banque nationale reconstituée. Tout est faux dans cette affaire. Tout est mensonge. Et je suis sûr que le sentiment profond des Français va le voir. Et donc je refuse de me laisser égarer dans quelques péripéties que ce soit. Je vais droit au but et je dis ce qu'est le risque et de quelle manière il faut l'affronter. Le risque, qu'est-ce que c'est? C'est que si Marine Le Pen est élue, la France, mais les épargnants, ceux qui travaillent aussi, courent à la faillite, c'est ça? Mais c'est pas seulement ça, c'est... D'abord, Marine Le Pen ne sera pas élue. Excusez-moi. On parle d'économie, là, au fond. Je ne veux pas accréditer une telle hypothèse. Je veux qu'on parte du fond et du plus important de l'avenir de la vie du pays. Et donc, le plus important de l'avenir de la vie du pays, c'est que si on déstabilisait notre économie, nos finances publiques, l'État, si on sortait de l'Europe, de l'Union européenne et de l'euro, alors la France connaîtrait le moment le plus difficile et le plus chaotique de son histoire. Et elle ne le connaîtrait pas théoriquement, au sens des idées, tout ça naturellement existe, mais elle le connaîtrait dans la vie quotidienne, spécialement la vie quotidienne de ceux qui ont moins. Parce que ce sont ceux-là qui seraient les victimes. Vous avez évoqué la prise de position, enfin qui n'en est pas une pour l'instant, de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez les appels du pied du directeur de campagne de Marine Le Pen, David Racheline, qui était sur Public Sénat ce matin. Quand il y a des personnes qui ont voté pour M. Mélenchon et qui considèrent que l'Union européenne, dans sa forme actuelle, prend la mauvaise direction, qui considèrent que les reculs des services publics sont inacceptables, qui considèrent aussi qu'il est inacceptable aujourd'hui de faire bénéficier du CICE les grandes entreprises, quand nous préférons aider les petites et les moyennes entreprises, nos artisans et nos commerçants. Nous allons essayer de rassembler le plus largement possible. L'objectif, c'est évidemment d'emporter cette élection présidentielle sur le projet que vous connaissez, les 144 engagements qui, pour un certain nombre d'entre
d'entre eux sont parfaitement compatibles, en effet, avec les inquiétudes et les envies, les désirs qui sont ceux de certains qui se sont portés au premier tour sur d'autres candidats. Dans une prise de position publique tout à l'heure, le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, a dit qu'il ne comprenait pas ce silence insupportable de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous partagez cette position ? D'abord, ce n'est pas à moi de la partager, mais je sais une chose, c'est que des millions d'électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ne la comprennent pas et en sont profondément heurtés. Alors, il y a des idéologues qui analysent les choses au vu des théories et des propositions aussi absurdes les unes que les autres. Excusez-moi de le dire, pendant que nous parlons, le Venezuela, présenté comme un modèle, a eu ces dernières semaines 25 morts tués dans les manifestations parce que les produits de première nécessité ont disparu. Alors, on fait comme s'il y avait des théorie, moi pas. Moi je regarde la réalité des choses. Et donc, je suis sûr que des millions de gens ne comprennent pas. Vous êtes choqué très simplement que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas appelé à voter contre Marine Le Pen. Ah, moi j'ai été stupéfait. J'ai été stupéfait qu'il ne se prononce pas dimanche soir. J'aurais parié à peu près de tout ce que j'avais que ça ne serait pas le cas. Et comment est-ce que vous réagissez à ce que disait M. Rachlin? Il faut que vous compreniez que sont blessés tous ceux qui avaient mis leur confiance, ou en tout cas l'immense majorité de ceux qui avaient mis leur confiance. Et ils peuvent recevoir le discours de M. Rachlin? Vous venez d'écouter avec nous. Je n'en crois rien. Je n'en crois rien. Je vois bien les tentatives qui sont pour piper les voix et pour essayer d'élargir une base électorale. Mais je ne crois pas une seconde que les citoyens, femmes et hommes, qui vont se prononcer dans cette élection se laissent abuser par ces discours. Depuis le premier tour, dimanche, on analyse la coexistence de deux France. Une France rurale qui rejetterait la mondialisation, qui serait plutôt dans une forme de réaction par rapport à ce que nous vivons maintenant, qui refuserait l'Europe, qui refuserait le progrès, et puis une France qui serait beaucoup plus ouverte, qui est la France des grandes villes, ouverte sur l'extérieur, sur la concurrence, sur une politique de l'offre, et bien évidemment ouverte sur l'Europe. Est-ce que cette distinction, vous la partagez? Est-ce qu'elle est irréductible? Je ne partage pas cette analyse. Je ne partage pas cette distinction. Il se trouve que la France rurale, je la connais mieux que d'autres. C'est pour ça que je vous pose la question. J'y suis né, j'y ai grandi, j'en viens et je l'aime. Il se trouve que la France urbaine, je la connais aussi mieux que d'autres parce que je suis à la tête d'une ville qui a toutes ces caractéristiques-là et qui est, de ce point de vue-là, profondément attachante. Je ne partage pas ce sentiment. Je pense qu'il y a un problème, c'est l'impuissance publique qui a, depuis des années, frappé de paralysie l'action publique en France. Des promesses ont été faites, chaque fois on vous annonce que l'alternance va tout changer, l'alternance entre droite et gauche. Tout cela a débouché sur un ressenti de scandale de la part des Français, parce qu'ils voient bien que dans leur vie, rien ne change. Alors bien sûr, ceux qui ont moins de services publics, ceux qui ont beaucoup de difficultés à gagner leur vie, je pense aux agriculteurs, je pense aux paysans, pour employer le vrai mot. Tout cela, en effet, le ressentent plus durement que les autres. Mais, sur le fond, il n'est pas vrai qu'il y ait des Frances aussi séparées que cela. Et ce qui manque, c'est des responsables publics pour entraîner le pays, pour faire partager à l'ensemble des citoyens l'importance des défis qu'il faut relever pour que, précisément, on s'en sorte tous ensemble. Dernière question. Et ceci est parfaitement faisable. Qu'est-ce que vous souhaitez dire d'ici dimanche 7 mai aux électeurs de droite, hormis le simple fait de leur dire « faites barrage à l'extrême droite ». Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Je pense que la question de la France est en jeu dans cette élection. Et je pense que la grandeur de la France, la dignité de la France et l'honneur de la France et le lien entre Français,
Tout cela est en jeu dans cette élection. Et contrairement à ce que vous croyez, j'espère vous faire partager ce sentiment, je ne fais pas de différence dans le discours entre s'adresser à une partie de l'électorat qu'on appelle de droite, s'adresser à une partie de l'électorat qu'on appelle de gauche. Je pense que tout cela sont des citoyens français et que tout cela ont, dans les 12 jours qui viennent maintenant, à mesurer l'importance de leur choix. C'est cette importance-là qui, moi, me mobilise et qui me pousse, en effet, à la passion de cet engagement. Et Emmanuel Macron, s'il est élu, contrairement à Jacques Chirac en 2002, il aura entendu l'appel, le soutien des électeurs venus de tous les chiquiers. Je suis persuadé. Vous en êtes persuadé ? Je suis persuadé que oui. Et d'ailleurs, la démarche politique qu'il a choisie, qui ressemble en effet à la démarche politique que j'ai toujours essayé de défendre, c'est précisément de ne pas faire de séparation dans ceux qui ont envie de le suivre ou de l'aider entre les camps, les fractions et les partis. Alors on va voir justement comment le président que vous soutenez, qui sera peut-être élu, certainement élu, vous en avez la certitude, vous l'avez dit tout à l'heure, pourrait jamais employer le mot certitude. Ah, vous dites, non, Marine Le Pen sera battue, vous avez dit. Il sera élu. J'ai une chance assez rare. Vous l'avez dit, hein. C'est que j'ai participé à plusieurs élections présidentielles. Et je n'ai jamais, dans ces élections, pensé que c'était joué à l'avance et que c'était facile. Très bien. Alors, je ne pense pas cela. Merci Jean-Francis. Et donc c'est Jérémy Marot de l'AFP qui nous rejoint maintenant. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Bayrou. Alors vous refusez d'imaginer l'hypothèse d'une Marine Le Pen qui accède au pouvoir le 7 mai. On se projette le 7 mai au soir, Emmanuel Macron est élu. Avec qui il gouverne, avec quelle majorité ? Il gouverne avec la majorité que lui donneront les Français, que lui auront donné les Français s'il est élu. Parce que s'il est élu, c'est que précisément la majorité des Français aura choisi de lui apporter son suffrage et son soutien. Ça constitue une majorité. À partir de cette majorité présidentielle, il va former une majorité législative. Et je n'ai pour ma part aucun doute que, comme ils l'ont fait à chaque élection sans exception, les Français, l'ayant élu président de la République, lui donneront les moyens de gouverner. Et les partis, comment dirais-je, qui ne sont pas au deuxième tour, qui ont été écartés par les citoyens, ces partis-là qui essayent d'expliquer que par l'élection législative, on pourra empêcher le président de la République de gouverner, se trompent. Pour vous, les Français les Français ne le suivront pas. La cohabitation, je crois, de toutes mes fibres, que les Français seront cohérents, seront simplement... tireront les conséquences des choix qu'ils ont faits en donnant au président de la République élu la majorité qui lui permettra de gouverner. Et ça aura un autre avantage, c'est que cette majorité permettra de renouveler profondément les visages de la vie politique française. Alors d'ores et déjà, il faut préparer aussi les élections législatives. On attend toujours des investitures, pour l'instant seulement 14. Tant mieux. Tant mieux. Mais je veux dire, l'idée qu'on polluerait ou qu'on troublerait, ou qu'on pèserait sur l'élection présidentielle par la distribution d'investitures pour des élections législatives qui vont venir plusieurs semaines après, est une idée baroque. En tout cas, moi, je considère que c'est une idée qui n'est pas cohérente. Tout le monde sait que quand il y a des investitures, ça provoque des sentiments mitigés chez les uns et chez les autres, chez tous ceux qui pensent ou souhaiteraient avoir ces investitures. C'est donc pas le moment, entre les deux tours d'une élection présidentielle, d'annoncer des investitures législatives. En tout cas, tel est mon sentiment. Pourtant, Emmanuel Macron l'a annoncé, l'a dit à plusieurs reprises, il y aura une vague d'investitures entre les deux tours. Ça a été dit encore la semaine dernière. Il faut en attendre beaucoup. Peut-être l'a-t-il dit, mais si j'ai un conseil à exprimer, c'est que il faut se concentrer sur l'élection présidentielle. Il faut se concentrer sur la question qui est posée aux Français, pour une fois, dans une absolue transparence. Que voulez-vous que soit l'avenir de notre pays ? Vous avez deux propositions politiques qui sont en effet deux propositions politiques qui ne disent pas la même chose de la France et de l'avenir de la France. Et je n'ai pas de doute que les Français vont se prononcer de manière absolument claire, qu'ils vont répondre à cette question. Et tous
tous les moments d'authenticité pour le pays permettent de répondre à cette question, qui est une question de vie des citoyens. Nous avons envie de former un pays rassemblé et pas un pays divisé. Nous avons envie de nous respecter et pas de nous mépriser. Nous avons envie... tiens, j'étais ce matin, peut-être vous aussi l'avez-vous suivi, aux obsèques du jeune policier qui a été tué. Nous l'avons suivi, bien sûr. Nous avons tous été bouleversés par ce qu'on a entendu. J'ai été, moi, bouleversé par le discours du compagnon du jeune policier tué. C'était un discours magnifique de dignité, magnifique de justesse, magnifique de générosité. Et ce discours était du côté d'un pays qui se rassemble et pas d'un pays qui fait prospérer des divisions et des ressentiments. Et pourtant, Dieu sait que quand on perd un être cher dans des circonstances comme celle-là, il y a toutes les raisons d'être habité par cette... Eh bien non. Il a donné, ce jeune homme, un superbe exemple. En tout cas, je l'ai entendu comme tel. Et tout le monde était bouleversé, quelles que soient les opinions. Il y avait des larmes dans les yeux de tous ceux qui étaient là. Et je vous jure qu'à cet instant, il n'y avait aucune idée ou aucune volonté d'aller vers ce pays en affrontement où on voudrait nous entraîner. Reste qu'il y a le débat politique et donc vous êtes sûr qu'il y aura une majorité cohérente pour Emmanuel Macron s'il est élu. Écoutons quand même ce que dit par exemple Bruno Le Maire. Lui, il imagine quand même l'hypothèse où aucune majorité claire se dégage et il est prêt à une alliance. On l'écoute. S'il n'y a pas de majorité claire, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que les Français nous ont dit travaillez ensemble. Débrouillez-vous. Dans ce cas-là, je ne me déroberai pas à mes responsabilités. C'est-à-dire que vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron? Évidemment que je pourrais travailler avec le prochain président de la République, si c'est lui, sous réserve que les Français le décident, dans la clarté. C'est-à-dire avec une situation politique clarifiée au lendemain des élections législatives du 18 juin. Alors la main est tendue, vous la saisissez. Vous voyez que tout le monde y vient. Vous aviez entendu les débats des primaires, les anathèmes, les condamnations. Et puis vous voyez que devant l'événement, devant la gravité de la situation, tout le monde, à droite et à gauche et au centre, dit mais au fond c'est ce qu'il faut faire, il faudra travailler ensemble. On ne pourra pas faire autrement que de travailler ensemble. Et donc vous voyez que tous ceux qui proposeraient aux Français d'élire une majorité de paralysie de l'action du nouveau président de la République, tout cela seront rejetés. C'est un peuple qui a une grande habitude de cette cohérence au travers du temps. Je me souviens de François Mitterrand qui disait en 1981, j'étais très jeune citoyen, il disait en 1981, vous n'imaginez tout de même pas que les Français seront assez stupides pour m'élire président en mai et me refuser une majorité en juin. Et ceci, c'est un argument de bon sens et de responsabilité. Et les deux auront leur rôle. Parlons de la droite, justement. Pour l'instant, un seul parlementaire a rejoint En Marche, c'est le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne. La droite reste pour l'instant groupée. Comment ne pas rater l'ouverture vers la droite et convaincre ces parlementaires de vous rejoindre et de gouverner avec vous? Alors, quand vous dites que ce parti reste groupé, c'est que vous ne lisez pas les articles que vous écrivez. Parce que, officiellement, il y a une position commune. Maintenant, il y a des individualités qui s'expriment. Par exemple, Alain Juppé dit qu'il faut réorienter la politique de son parti, donc vers une politique humaniste européenne. Et là, vous seriez peut-être le parfait trait d'union, vu votre proximité avec Alain Juppé. En traversant les couloirs du Sénat pour venir à votre émission, j'ai rencontré plusieurs parlementaires de LR, de l'UMP devenu LR. Et tous disaient, mais c'est pas possible qu'on ait une position comme ça, il faut qu'on dise des choses claires. Alors je ne dis pas que c'est l'unanimité, puisqu'il paraît qu'ils se sont divisés. Je dis que c'est le sentiment de responsabilité qu'éprouvent un grand nombre de ceux qui sont les cadres et les animateurs de ce mouvement. Et il me semble que dans les heures qui viennent,
ou dans les jours qui viennent. Beaucoup de ceux-là vont s'exprimer. Avec un appel. Beaucoup de ceux-là vont s'exprimer pour dire clairement vers qui va leur choix et que nul ne puisse mettre en cause les orientations qu'ils vont exprimer. Monsieur Bayrou, on vous s'est attaché à la transparence. Donnez-nous des qui vous donne des signes encourageants. Je ne suis pas. Christian Estrosi, je ne suis Édouard pas. Philippe. Vous voyez, vous connaissez beaucoup de noms. Il y a Alain Juppé. Quels sont vos contacts avec lui en ce moment? Et sur quoi ça va déboucher? Je ne me sens pas autorisé à faire des déclarations à la place de ceux qui en sont les responsables. Sauf que vous avez des contacts directs avec Alain Juppé. Je reviens sur ce sujet. Et donc, chacun s'exprimera, et je ne doute pas de la force de leur expression. Pouvez-vous nous dresser le profil idéal d'un gouvernement d'ouverture? Des ministres de droite, des ministres de gauche, des ministres du centre? Je n'ai aucune envie de jouer à ce jeu. Je vous demande pardon parce que c'est un jeu qui vous plairait beaucoup et peut-être... Non, mais vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais vous retenez là. Oui, j'ai beaucoup de choses à penser sur le sujet. J'ai écrit des centaines de pages pour expliquer ce que je croyais. Ce que je crois, c'est que la grande majorité des Français partagent les mêmes valeurs et les mêmes orientations pour l'avenir. Ce que je crois, c'est que la grande majorité des Français, par exemple, est attachée à l'idéal européen. La grande majorité est agacée par la manière dont l'Europe fonctionne, ou plutôt ne fonctionne pas. À la manière dont les mécaniques de décision européennes sont pas assez efficaces et dissimulées, ou en tout cas opaques aux yeux des citoyens. Et je partage l'insatisfaction et je partage l'idéal. Et je suis sûr qu'autour de cela, il y a une grande majorité de Français. Vous croyez que les Français ne voient pas que dans le monde dangereux où nous sommes, ceux qui leur proposent de s'isoler les conduisent à la catastrophe? Vous croyez que quand ils pensent à leurs enfants, ils ignorent ça? Mais François Hollande considère qu'on n'a pas suffisamment pris en compte la présence du Front National au second tour. Il l'a déclaré aujourd'hui. Oui, François Hollande est dans une situation de transition, mais il s'est exprimé clairement. Le problème, c'est qu'il n'aurait pas fallu laisser grandir les raisons qui ont fait le succès du Front National. Et ceci, je ne l'impute pas à François Hollande uniquement, je l'impute à une longue période dans laquelle la pratique politique n'a pas donné les résultats que les citoyens étaient en droit d'attendre. Jérémy, une dernière question? Permettez-moi juste d'insister, mais dans les principes forts... Vous pouvez insister, ça m'étonnerait que votre insistance ait raison de mes résistances. Dans les principes forts qui ont été édictés par Emmanuel Macron, il y a celui du pluralisme, du renouvellement. On parle, par exemple, pour les législatives, de 50% de candidats issus de la société civile, au moins, et 50% au plus donc d'élus. Qui sont ces élus? Est-ce que ce sont des élus de droite, de gauche, du centre? On n'y voit pas très clair pour l'instant. On sait qu'il y a beaucoup de ralliés de gauche et du centre. Je peux vous dire une chose certaine, c'est que le mouvement démocrate que je préside sera en tant que tel présent dans cette majorité nouvelle. Ah, vous avez un accord. Et que nous avons un accord, nous avons une alliance, et que je peux vous dire aussi une chose, c'est que les candidats qui seront présentés n'appartiendront pas au monde des sortants, parce que nous n'avons pas de sortants. Non, nous en avons... Nécessité fait loi. Une dernière question, Jérémy. Seront évidemment dans cette série. Et donc, oui, pour moi, c'est cet engagement de renouvellement et cet engagement de pluralisme, c'est ce qui a fait le sceau même de notre alliance. Toute dernière question. D'ailleurs, cet accord, cette alliance que vous évoquez, c'est un peu secret défense. Quand on vous demande combien de circonscriptions réservées aux élus modem... Eh bien, comme ça, quand on vous posera la question, vous direz que vous ne savez pas. C'est le but de... Voilà. Bon, merci Jérémy. Et Michael Zamès, tout de suite, nous rejoint pour la dernière partie de l'épreuve de vérité. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Michel. Bonsoir, M. Bayrou. Bonsoir. Emmanuel Macron ne croit pas aux 100 premiers jours d'un président. A-t-il tort? Je comprends très bien ce qu'il dit quand il dit que ça n'est pas son approche des choses. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans les 100 premiers jours. Et des engagements qu'il a pris. Il y en a un, par exemple, c'est que avant les élections législatives, il
il posera sur la table du Conseil des ministres une loi de moralisation de la vie publique. C'est l'urgence. Parce que, je ne dis pas que ce soit l'urgence, je dis que ça, on peut le faire en quelques jours. On peut écrire cette loi avec les différents aspects qui doivent être les siens. Par exemple, une guerre sans pitié contre les conflits d'intérêts ou les soupçons de conflits d'intérêts. Et ce qu'on appelle conflit d'intérêts, c'est très simple, c'est quand l'intérêt privé l'emporte sur l'intérêt général. Qu'on fait en sorte que la décision publique, elle soit prise au bénéfice d'intérêts privés. Donc interdire par exemple à un homme politique d'avoir un autre métier comme avocat Interdire à un homme politique d'être le conseil, comme on dit entre guillemets, des sociétés qui pourraient avoir intérêt à ces choix. Et donc, ceci se fait dans tous les autres pays démocratiques d'Europe, en tout cas. Deuxièmement, il faut avoir une certitude que le financement de la politique devient clair. Par exemple, la politique est pleine de micro-partis. Comme vous savez, plusieurs centaines. Qu'est-ce que c'est les micro-partis? C'est la manière légale de tourner la loi. C'est-à-dire, chacun organise sa petite boutique avec son propre financement qui échappe à la loi sur le financement des partis. Je considère que ça ne va pas. Et ainsi de suite, il y a un certain nombre de chapitres de moralisation de la vie publique. Et ce que Emmanuel Macron a dit, c'est que ce serait sur la table du Conseil des ministres avant les élections. Le premier déplacement que ferait le président, s'il gagne, Emmanuel Macron, est-ce qu'il doit l'accorder à Angela Merkel? Oui. J'imagine qu'il ne pense pas autrement. Angela Merkel, à son gouvernement, à ceux qui ont la charge de diriger le pays qui est notre premier partenaire, notre premier client, notre premier fournisseur et notre premier ami. Il y a aujourd'hui une mode de la détestation de l'Allemagne. Moi, je pense que cette mode est néfaste pour la France parce qu'elle nous empêche de voir en face les problèmes qui se posent à nos deux peuples, au nôtre et à nos deux peuples ensemble. Une forme de réconciliation du couple franco-allemand, c'est ce que vous Pas seulement de réconciliation, nouvelle impulsion. Voilà, d'un nouvel élan de deux peuples qui décident d'affronter ensemble, parce qu'ils sont voisins, les réalités du monde. Et ainsi de donner à l'Europe cette nouvelle impulsion qui permettra de répondre à la critique que les citoyens émettent sur le fonctionnement de l'Union. François Bayrou, avant le premier tour, avec l'attentat qui a eu lieu à Paris, on a beaucoup entendu parler des candidats qui militaient pour l'urgence et la priorité soit mise sur les actions contre le terrorisme. Oui. Est-ce que du coup, cette priorité-là ne devrait pas passer avant la loi de moralisation? Tous les mois, enfin, la mobilisation des services de renseignement et des services de police, elle est entière et vous ne pouvez pas insinuer le contraire au moment où nous venons. Ce sont les autres candidats qui l'ont formulé ainsi. Mais ceux qui l'insinuent ne vont pas dans le bon sens. Il y a même des candidats qui proposaient de désarmer les policiers ou de désarmer notre pays. Moi, en tout cas, ça n'est pas mon sentiment. Mon sentiment est que la mobilisation n'est pas une question de quelques semaines, c'est une question de tous les jours pendant les 5 années que nous allons vivre. Et j'ai exprimé, vous m'avez souvent entendu le dire, l'idée que le suivi de la menace, l'observation fine de la manière dont évoluent les choses de la part des terroristes doit être notre guide. Nous avons constamment à adapter la défense à la menace. La menace évolue, la défense doit évoluer aussi. Voilà pourquoi Emmanuel Macron propose de réorganiser le renseignement. Le renseignement. Mais ce sera une œuvre de 5 années. Là, vous m'interrogiez sur les premiers jours, il y aura, alors, du mandat. Au début, il y aura les dossiers économiques et sociaux. Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle loi travail. Il l'a exprimé d'ailleurs sur Public Sénat. On l'écoute, une réforme par ordonnance. Je propose qu'il y ait une concertation accélérée en début de quinquennat et sur ce sujet-là, qu'on fonctionne par ordonnance pour le faire durant l'été. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'un choc de confiance, d'une vraie accélération, d'une détermination à l'épreuve. Et parce que
Nous avons besoin de faire passer cette réforme pour que les premiers effets s'en fassent sentir assez rapidement. Vous confirmez? Est-ce qu'il est... Concertation et choc de confiance. Et choc de confiance. Ouais. Et ces deux mots sont deux mots clés. Avec le risque de... On a vu ce que ça a donné avec la loi El Khomri. Non, mais Comment faire? L'élection présidentielle va intervenir. L'élection présidentielle donne au président un mandat. Les élections législatives vont suivre. Elles donnent à la majorité et au gouvernement un mandat. Et de ce point de vue-là, oui, la légitimité est plus forte que celle des gouvernements précédents qui d'une certaine manière, faisaient un peu le contraire de ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Comprenez, c'est pas la même chose d'agir lorsque vous avez un mandat, d'agir en dehors de tout mandat. Et le travail qu'il y a à faire, je vous rappelle que les ordonnances, elles sont votées à l'Assemblée. Vous êtes d'accord, avancer par ordonnance, c'est quelque chose qui vous êtes très attaché au travail du Parlement? Il y a des sujets sur lesquels on peut ou on doit avancer par ordonnance pour éviter l'enlisement dans lequel on vit depuis trop longtemps. L'enlisement, ça ressemble aussi à ce qu'on avait entendu par exemple sur le 49.3, ça se ressemble un petit peu ou pas? C'est pas exactement mon sentiment. Moi, je pense que le 49.3 a été choquant parce que le débat n'a pas eu lieu. Donc, avec les ordonnances, le débat aura lieu, donc ça. Il y a un débat sur la loi d'habilitation par ordonnance. Le gouvernement vient devant le Parlement et il dit au Parlement quelles vont être ses orientations et ses choix, et le Parlement lui donne cette habilitation. Est-ce qu'il faut s'attendre dans l'entre-deux tours, vous avez certainement dû en parler avec Emmanuel Macron, à peut-être une mesure sortie du chapeau concernant les syndicats? Je déteste le mot sorti du chapeau. C'est pas de la prestidigitation. En tout cas, qui n'a pas encore été annoncé. Macron va avoir à, en effet, expliciter les choix qui sont les siens. Certains qu'il a déjà annoncés qui n'ont pas été entendus, parce que le brouhaha de la campagne électorale empêchait qu'ils fussent entendus, et peut-être d'autres qui l'exprimeront. Ça pourrait ressembler à quoi, notamment une plus forte présence dans les conseils d'administration? Je ne sais pas si vous avez compris, mais je ne suis pas le candidat à la présidence de la République. Peut-être. On a compris que vous ne voulez pas nous dire ce que vous savez sur les annonces qui pourraient être faites. Vous le conseillez, donc. Oui, en tout cas, je parle avec lui. Je suis pas dans une fonction de conseiller. Ouais. Il y a une nouvelle loi sur le marché du travail, notamment le renforcement des relations avec les syndicats. Vous ne risquez pas, vous n'avez pas crainte d'avoir une rentrée sociale importante avec des gens dans la rue, et notamment ceux qui ont voté pour une personne, Jean-Luc Mélenchon, qui était plutôt dans les contestations? Eh bien, je ne le crois pas. Vous parlez de la légitimité, mais pour cela, il faudrait qu'Emmanuel Macron obtienne quel pourcentage de voix? Ce ne sera pas les 80% de Chirac. N'attendez pas de... Oui, les 80% de Jacques Chirac n'ont pas donné la légitimité qu'il aurait fallu. Précisément parce que Jacques Chirac a choisi à l'époque, il a écrit depuis qu'il le regrettait, a choisi à l'époque, au fond, de ne pas tenir compte de l'importance de la base de ceux qui lui avaient apporté leur confiance. Mais Emmanuel Macron ne veut pas d'un nouveau projet de loi de finances rectificatif, c'est-à-dire que le dernier budget du quinquennat de François Hollande est le bon? L'idée que Emmanuel Macron développe, c'est que en matière de finances publiques, il faut respecter ses engagements. Il y a beaucoup de gens qui rêvaient ou proposaient dans cette élection de ne plus respecter les engagements. Moi, j'apprécie que Emmanuel Macron dise « nous allons respecter les engagements de la France ». J'ai une petite dernière question plus personnelle, si vous le permettez. Maire de Pau, vous êtes maire de Pau, vous resterez après le 7 mai? Eh bien, nous verrons ensemble comment je peux répondre à deux impératifs que je vais rappeler devant vous. Le premier, c'est que je suis attaché à ma ville et que je resterai dans cet attachement. Et que je ferai tout ce que je peux pour qu'elle se développe. Donc, et le deuxième, je ferai tout ce que je peux pour que mon pays se sorte de la crise dans laquelle il est. Et vous voyez que ce sont deux engagements qui sont complémentaires. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a le cumul des fonctions. Un citoyen de Pau, il a deux appartenances. Il est citoyen de cette ville formidable, et en même temps, il est citoyen français. Et sa vie, elle dépend du développement de la ville et du redressement du pays. Donc, vous serez dans deux endroits. Et donc, je ferai tout ce que je pourrai pour remplir ces deux engagements. Avec en même temps, comme en même temps, hein. En même temps, deux responsabilités, une d'élu et une au service de l'exécutif. Eh bien, nous verrons. Nous verrons. Nous verrons. C'est uniquement
le président de la République élu qui peut décider de ce genre de choses. Et en toute confidence, vous allez nous dire que vous n'en avez pas parlé encore avec lui. Je n'en ai jamais parlé avec lui. Toute dernière question. Vous avez eu un éclat de rire. Non, mais... je voudrais vous dire une chose très simple. Je vous crois. Il y a des gens qui racontent des histoires. Ah. Et moi, je m'efforce de dire la vérité. C'est surprenant sur ce plateau. Toute dernière question. Tous les gens que vous invitez vous racontent des bobards à perte de vue. Moi, en tout cas, quand je vous dis que je n'en ai pas parlé avec lui, c'est que je n'en ai pas parlé. Nicolas Sarkozy va annoncer qu'il vote Macron, c'est ce qu'annonce l'AFP. Vous saluez? Vous le saluez là pour une fois? Le choix responsable, c'est celui qu'on annonce pour Nicolas Sarkozy et que vont prononcer un grand nombre d'autres responsables du parti Les Républicains. Je n'ai aucun doute qu'ils vont tous s'extraire de cette ambiguïté pour prononcer le choix civique que la France attend. Merci à vous. On va continuer à suivre cette campagne sur Public Sénat. Et demain, d'ailleurs, il y aura une nouvelle épreuve de vérité avec Florian Philippot, le numéro 2 du Front National. Bonsoir, à demain.